Merci Ismaël et Nicolas de nous rejoindre. Ça fait très plaisir. En fait, le titre, c'est venu au scénario assez vite. Dès la première version, j'avais ce titre, qui avait déjà un double sens, puisque c'était le grand voyage dans le sens déplacement physique de la voiture, et puis c'était aussi le grand voyage dans le sens de la fin, où le père part pour son grand voyage aussi. Donc il y avait un peu ce double titre auquel je tenais, et ça me paraissait tellement évident que c'était venu tout seul. Donc voilà. Je pense qu'au tout début, c'était une rencontre. C'était d'abord une rencontre pour parler du film. Et je me souviens plus du tout, en fait. Ah oui, tu as lu le scénario quand même Oui, j'ai lu le scénario. Mais je ne sais plus du tout à quel moment je me suis retrouvé sur le projet. Peut-être tu peux répondre mieux que moi, en fait. Oui, alors on s'est rencontrés une première fois pendant que je faisais le casting, et quand Nicolas est arrivé, déjà le personnage, ce qu'il dégageait, etc., tout de suite, j'ai dit waouh, intéressant. Je sentais que c'était lui le personnage. Enfin, en tout cas, il avait tout du personnage, et en plus, il avait très très vite capté, une fois qu'il a vu le scénario, il a tout de suite compris qui était Reda, parce que c'était quand même pas compliqué, hein, parce que c'est quand même un enfant qui est né dans une famille d'origine marocaine, mais qui en même temps n'a rien de cette culture-là, puisqu'il n'a pas eu, cette transmission n'a pas été faite, donc il parle que français, son père il parle. Donc il y avait tout ça à intégrer, il a très très vite intégré, d'autant plus que Nicolas, bon, il ne parle pas la langue, il n'est pas musulman, donc il fallait qu'il rentre dans un personnage. Et ensuite, il a fallu trouver le binôme, parce que pour moi, ce qui était important, c'était vraiment le couple. Et c'est vrai que le grand moment, c'était la rencontre entre Nicolas, quand je les ai vus l'un à côté de l'autre, Nicolas et Mohamed, je me rappelle de cette photo que j'avais prise, je ne sais pas si tu te souviens. On l'avait fait venir de Casablanca, Mohamed, parce que c'est un acteur marocain. On l'avait fait venir de Casablanca, et la première fois que je les ai vus ensemble, je dis waouh, c'est le film. Et je me souviens, il y avait tout à faire, mais j'avais l'impression que le film était déjà là. Donc c'était vraiment important cette rencontre. Quand on regarde le film, on se demande quelle est la part de réel et de fiction, en fait, tout simplement. Enfin voilà, c'est assez évident, enfin je veux dire c'est assez évident dans le sens où le film est quand même assez réaliste, il y a des séquences qui ont l'air vraiment documentaires, où on a l'impression que vous voulez montrer des choses, enfin voilà, l'ambition c'est de montrer quelque chose et puis de raconter une histoire, et des moments où on sort un peu de l'histoire pour montrer des choses, et en même temps l'histoire est quand même très présente. Mais, et d'ailleurs même, c'est un programme cette année où les enseignants ont beaucoup travaillé sur l'autobiographie. Donc je pense qu'il y a aussi un peu de ça. Mais... Oui, un petit peu. Dans la relation au père, moi j'ai pas fait le voyage, je n'ai jamais parti avec mon père, mais dans la relation au père, oui, c'est très, très autobiographique. C'est au départ, d'ailleurs, ça a été le point de départ du film, c'est que au départ, en fait, je voulais vraiment parler de la relation entre père et fils, hein, la difficulté de communiquer, un père et un fils qui vivent sous le même toit mais qui s'évitent en permanence pour ne pas avoir à se confronter. Et je me suis dit, mais comment faire pour parler de ça? Et je me suis souvenu, quand j'étais plus jeune, que mon père était parti dans les années 75, je crois. Il était parti en voiture du sud de la France, on vivait dans le sud de la France. Il était parti en voiture du sud de la France jusqu'à la Mecque, et ça m'avait marqué en voyant sur une carte. Je me dit, waouh, quel voyage! Pour moi, c'était Indiana Jones, donc il y avait un côté un peu qui me faisait rêver en tant qu'enfant. Et je me suis dit, mais comment les faire communiquer? Là, j'ai repensé à ça et je me suis dit, bah, si je les enferme dans la voiture tous les deux, sur 5000 km, il se passera quelque chose. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire le scénario, en fait. Et effectivement, il se passe, il y a des confrontations, ça se passe pas toujours bien, mais au bout d'un moment, il y a quand même une rencontre, il y a quand même, voilà, ils arrivent à communiquer même à travers des silences, c'est surtout ça qui m'intéressait en plus. Donc, et j'ai tenu vraiment à ce que, quand j'ai fait le film, l'idée, bon, on en a beaucoup parlé avec Nicolas, avec les acteurs, etc., c'était que les personnes qui voient le film voyagent aussi. C'est-à-dire qu'on soit dans la voiture, c'est pour ça que c'est ce côté un peu docu-fiction auquel je tenais, c'est qu'on soit vraiment dans le voyage, que ce ne soit pas juste un film où on regarde le personnage, mais qu'on soit dans la voiture nous aussi, comme un passager. Et c'est ça, mais ça a été très compliqué à filmer, vous savez, la voiture, filmer dans une voiture pendant toute une heure et demie. C'était pas simple parce que tout en ayant l'impression de ne pas refaire la même chose à chaque fois,
voilà, il a fallu vraiment que je réfléchisse pourquoi je filmais par là, pourquoi je filmais comme ça. Enfin voilà, et en même temps, voilà, que ça soit fluide et que ça soit pas dérangeant, quoi. C'était, voilà. Mais l'idée vraiment, c'était qu'on voyage avec eux, qu'on soit avec eux comme passager. Et aussi de rester toujours avec eux et pas se laisser piéger par le fait d'être dans des décors extraordinaires. Oui. Il y avait ça aussi, de ne pas se laisser piéger pour ça. Effectivement, on est passé dans des endroits tellement magnifiques, parce qu'on a quand même traversé un certain nombre de pays, et des fois il y avait des décors, franchement, n'importe qui aurait eu envie, nous on n'a même pas pris, je n'avais pas pris de photo d'ailleurs, mais on aurait eu envie de prendre en photo, de mettre nos personnages là-dedans, mais c'était pas le film, ça aurait raconté autre chose, c'était un film de voyage. Alors moi, ce qui m'intéressait souvent, c'était quand je filmais le décor, il devait un petit peu refléter ce que je voulais raconter à l'intérieur des personnages. Donc peu importe, des fois j'avais des décors magnifiques de ce côté, et puis je filmais dans l'autre sens. Des fois il y a certains qui ne comprenaient pas, mais voilà, l'idée c'était de ne pas tomber dans le piège de filmer des décors carte postale. Donc effectivement c'était important. Alors la portière d'abord c'est une ouverture, hein, c'était important quand même qu'il y ait cette connotation. Et puis la portière orange, une voiture bleue, d'abord j'aimais bien l'idée, j'avais envie que cette voiture, on la repère où qu'elle soit, il n'y en aurait pas une autre identique. Ça nous marquait, pour moi la voiture c'était un personnage, hein. Donc je l'ai construit dès le départ. Et le fait qu'elle ait une portière orange et voiture bleue, c'était un petit peu aussi, ça symbolisait un petit peu le personnage de Rena, qui était on va dire qu'il y avait plusieurs appartenances. Donc il y avait voilà, cette portière qui était rajoutée, mais ça restait quand même, ça créait une identité, mais ça restait quand même joli. Enfin, moi j'aimais bien. Donc il y avait plusieurs aspects comme ça. Je voulais vraiment qu'on commence par cette voiture qu'on construit, qui sera le troisième personnage du film. Alors, la musique est venue vraiment quand j'ai fini le film. Tout était monté, le film était déjà là, il existait déjà, il fonctionnait. Mais il manquait cette profondeur. Enfin, la musique apportait amplifiée, on va dire, une profondeur qui était... Mais en fait, quand j'ai commencé à écrire, ce qui m'intéressait, moi je suis très sensible au langage. Et c'est vrai qu'on voit tout de suite le père et le fils qui ne parlent pas la même langue. Et je tenais à ce que dans chaque pays, on entende vraiment la langue du pays, que ce ne soit pas du blabla ou du vite fait. Voilà, quand on était en service, c'était le serbe, même avec l'accent serbe. Je tenais vraiment, c'était des petits détails, personne ne voit, hein, à part les Serbes ou à part peut-être les gens du pays, ils doivent se dire, ah ben là, ça me parle. Mais moi, je tenais vraiment à ça. Et le langage, c'est quelque chose qui m'a énormément intéressé. Il y a même le langage du mime, quand il parle, quand il fait l'échange d'argent, et qui, voilà, alors que l'autre parle anglais, la langue internationale, et en fait, le père s'en sort très bien avec son propre langage. Et puis il y a le silence, qui était pour moi l'ultime langage, le plus profond et le plus parlant, on va dire. Et c'est vrai que je voulais aller vers ça. Voilà, c'est vraiment les langues, pour moi, c'était quelque chose d'essentiel. Hein. C'était quelque chose qui assez vite. Moi-même, j'ai vécu ça, c'est pour ça, hein, moi, mes parents me parlaient en arabe, je leur répondais en français. Donc j'étais dans ce rapport un peu étrange de communication. Et ce qui n'a pas été simple aussi à jouer pour Nicolas, qui devait comprendre l'arabe sans comprendre, donc il comprenait parce qu'il avait lu le scénario, etc., mais qui devait l'intégrer comme sa propre langue. Et c'est vrai que quand il joue, les gens, quand je leur dis qu'ils ne parlent pas arabe, ah bon, ils sont étonnés, parce que c'est tellement joué, il a tellement intégré le personnage qu'on a l'impression qu'il comprend la langue. Et ça, c'était pas simple à jouer, ça. Je pense que c'est le talent d'acteur. C'est vrai. Bah, quand même, dans le film, je parle pas souvent arabe. Ouais, en fait, je crois que je dis un mot, téléphone Yali, je sais encore, parce que ça veut dire téléphone portable. Mais c'est surtout un travail en amont avec Mohamed. On a passé le script, chaque scène. Moi, je savais ce qu'il disait en français. Il me disait, voilà, moi, je vais le dire comme ça en arabe, sur cette intonation. Du coup, moi, je savais toujours où il en était, en fait. Dans ses lignes à lui, j'étais pas surpris. Et puis, quand il a arrêté de dire sa réplique, je me disais, voilà, il est arrivé à la fin, maintenant c'est à moi, en fait. Mais je savais exactement, je sais pas
comment trop l'expliquer, mais je savais de quoi il me parlait, et puis je ressentais, quoi. C'est vrai que je parle pas. Puis tu avais repéré des mots aussi. Oui, j'avais des mots-clés comme ça qui me guidaient, mais ce script l'avait tellement en moi, j'avais pas comme mon personnage, que j'avais l'entité globale de ce qu'on voulait raconter d'une manière générale sur tout le script, mais après de manière particulière sur chaque scène, je savais où est-ce qu'on devait aller, où est-ce qu'on en était, c'était très précis dans ma tête. Et puis il y avait quelque chose de très organique, je sais pas, c'est vrai qu'avec Mohamed, moi je comprends qu'Ismaël, quand il nous a vus tous les deux, il a senti que le binôme était là, parce que moi même humainement, en fait, c'est quelque chose que j'ai vraiment senti avec Mohamed dès qu'on s'est rencontrés. Il s'est passé une connexion très forte qui va bien au-delà du film. Il m'a appris à jouer aux échecs, il m'a appris à faire le thé à la menthe, on a beaucoup rigolé, je me suis occupé de lui quand il était fatigué, on a partagé énormément de choses, quoi. C'était presque une déchirance. Non, Déchirement. un peu ému en fait. Déchirement. Un déchirement, ouais, c'est ça. Quand tout ça s'est terminé, moi j'ai ressenti un grand vide, quoi. Parce que des expériences comme ça, c'est très rare, quoi. On peut enchaîner des films, on va vivre des aventures sympathiques, mais celle-ci, moi, il y a quelque chose d'unique, quoi. C'est un film que je porte en moi jusqu'au bout, parce qu'il y avait de l'humain très fort, quoi. Ismaël, c'est le seul réalisateur avec qui je bois des cafés tout le temps, on s'appelle, je tiens au courant de mes projets, enfin, on est très proches. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a vécu une vraie aventure pour faire ce film. D'abord, on avait très peu d'argent, pour le savoir, d'entrée de jeu, parce que ça a été un peu la difficulté pour faire le film au départ, c'est qu'il a fallu pas mal d'années pour monter ce film, pour trouver un peu de financement. J'ai eu la chance de tomber sur un très grand producteur qui est plus là aujourd'hui, qui s'appelle Albert Balzan, qui a eu le courage, qui a produit pas mal de films, qui a fait même des très très beaux films, un patrimoine important français, et qui a eu le courage de se lancer dans ce film-là. Mais effectivement, quand j'allais avec mon projet en disant ces deux personnages dans une voiture à travers 9 pays, les gars m'ont dit attends, mais tu vas où voilà, puis à la Mecque en plus, ils disaient mais il est fou. Donc j'ai eu du mal à le monter. Effectivement, on n'a pas eu beaucoup d'argent et ça nous a presque aidé. Enfin, c'est pas vrai, c'était dur. C'était dur, mais quelque part on s'en est servi, on l'a transformé en quelque chose de positif. Donc nous on a vécu ensemble, on n'était pas beaucoup, on était une quinzaine de toute l'équipe. Et on a traversé, on a vécu le voyage. Voilà, on était tous la main à la pâte, on conduisait, on faisait tout. Et ça c'était quelque part positif, parce que ça créait un lien très très fort entre nous tous. Et effectivement, quand ça s'est arrêté, ça a été un grand vide, parce que... Et je regrette de ne pas avoir pu faire le making-of. Je pense qu'il aurait été aussi important que le film, avec tout ce qui s'est passé. Vraiment. Alors, au départ, moi, quand j'écrivais le scénario, c'est venu un peu tout seul, pour vous dire la vérité, mais j'ai commencé sur une histoire très réaliste, avec des choses très réalistes, et à un moment donné, on se retrouve un peu perdu dans un no man's land, on ne sait pas où on est, il n'y a personne. Les deux personnages ont perdu tous leurs repères, alors que c'était très... Ils ont perdu tous leurs repères, et ce personnage m'a paru évident. Pour moi, ça symbolise un petit peu, je ne sais pas comment dire, un peu l'entité qui va accompagner tous les voyages, c'est-à-dire qu'il pourrait être à la fois une menace ou une protection. Enfin, c'est pour ça qu'on le revoit d'ailleurs, quand on le revoit, le père ressuscite pratiquement. Il y a une idée, voilà, c'est un personnage un peu... J'avais besoin de passer d'un film réaliste à un film un peu plus spirituel, puisque même si on ne parle pas du tout de religion pendant tout le film, il y a un aspect spirituel auquel je tenais pour raconter la confrontation entre Reda, qui était quelqu'un de très terre à terre, et le père. Et ça racontait aussi sur leur vision par rapport à ce personnage. Pour Reda, c'était une vieille sorcière, etc. Et pour le père, c'est peut-être un signe de quelque chose. Donc j'aimais bien cette idée-là. Après, moi j'aime bien que chacun voit ce qu'il veut. Je n'ai pas voulu dire il faut voir ça. Moi, c'est ce qui m'est venu à l'écriture. Et j'aimais bien ce personnage-là. Et d'ailleurs, le casting était très intéressant, parce que pour la petite histoire, j'ai eu du mal à trouver ce Gina, donc il s'appelle Gina, qui est une tzigane de Bulgarie. Et vraiment, ça a été très difficile de trouver
le personnage. Et quand j'ai trouvé, bon, elle n'a jamais vu le film, elle s'en fout un peu du film en fait. Elle a fait ça pour d'autres raisons. Et c'est vrai, ce qui était étrange par rapport à ce personnage qui était un personnage étrange dans le film, c'est que elle parlait, enfin, j'avais une interprète, quelqu'un qui devait me traduire en bulgare, et la personne disait, écoute, je ne la comprends pas parce qu'elle parle tzigane, elle ne parle pas bulgare. Et j'ai dit, aïe, comment on va faire? Et donc ce qui s'est passé, c'est que je lui parlais en français, et ça rejoint un peu le film, je lui parlais en français, elle me répondait en tzigane, et on se comprenait. Et elle faisait tout ce que je lui disais. Et je comprenais quand elle voulait me dire quelque chose, bah alors je comprenais, je ressentais, c'est pas je comprenais. Mais elle me parlait, voilà, c'était un personnage assez incroyable. D'ailleurs, vous avez vu dans le film, elle disparaît à la frontière, et même dans la vie, quand on tournait, on avait peur qu'elle disparaisse. Mais dans le sens qu'elle s'enfuit. Parce qu'une fois qu'elle a eu sa journée de salaire, elle pouvait s'enfuir. Donc il fallait la surveiller, donc on a mis voilà, tout un stratagème pour pas qu'elle puisse dormir à l'hôtel, sachant qu'elle habitait dans un quartier populaire, un genre de bidonville à Sofia, et qu'elle avait des enfants, etc. Donc gérer tout ça, mais on voulait absolument qu'elle reste avec nous jusqu'à la fin du film, parce que c'était impossible de trouver quelqu'un d'autre quand même. Elle était superbe, c'est une super belle rencontre aussi, parce qu'on s'est quitté presque en larmes, malgré tout ce que je vous dis. Bon, alors la Mecque, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est que ça a été la première semaine de tournage. Je l'ai faite la première semaine de tournage. Parce que c'était un peu la promesse du film. Et c'était difficile de se dire quand j'allais tourner à la Mecque. J'étais un peu inconscient. Et donc je me suis dit, il faut que je commence par la Mecque. Si j'arrive à tourner à la Mecque, je ferai le film. Si j'y arrive pas, c'est que le film était impossible à faire. C'était un peu ça le deal que je m'étais mis. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la Mecque, on était juste 5 techniciens. Il n'y avait pas d'acteurs. Les acteurs n'étaient pas à la Mecque. Pour plusieurs raisons. D'abord des raisons techniques. C'était pas possible de faire la mise en scène sur place. Et pour des raisons aussi d'ordre religieuse, parce que Nicolas n'est pas musulman, donc voilà, c'était un peu compliqué, etc., à organiser. Mais même s'il avait été, ça aurait été compliqué de tourner, parce que vous avez 2 millions de personnes. Couper, action, ça n'existe pas. Il fallait juste filmer. Et moi, l'idée, c'est que je disais qu'il fallait que la caméra soit le personnage. Donc, même si les gens regardent la caméra, c'est pas grave. Par contre, parfois, les gens faisaient coucou à la caméra. Et là, j'étais obligé de le refaire parce que ça ne pouvait pas fonctionner dans le film. Mais donc, tous les chants ont été faits à la Mecque la première semaine de tournage. Et tous les contre-chants ont été faits 6 mois plus tard au Maroc. Donc il a fallu matcher, donc il y a eu des repérages de costumes, de lumière, pour faire en sorte que... Et on a vraiment l'impression que Nicolas est là-bas, c'est ça qui est intéressant. Alors, combien de temps? Je crois que ça a été entre 8-9 semaines peut-être. Je sais qu'il y avait une semaine donc, de la Mecque, mais une semaine, il y a eu 2 jours de tournage, ça a été très compliqué de tourner là-bas sur place. Ils n'avaient pas l'habitude, etc. Donc c'était très très compliqué, je ne vous raconte pas les détails, c'était un peu long. Et puis le reste, on a traversé toute la... Enfin, on a fait la France, on a démarré donc à Aix-en-Provence. Et ensuite on a tourné toute l'Europe, enfin l'Italie, Slovénie, voilà, Serbie, etc. Jusqu'en Turquie, jusqu'en Ankara, on a tourné. Et on n'avait pas les moyens de tourner en Syrie, en Jordanie. Donc l'idée, c'était tout reconstituer au Maroc. Donc j'avais fait des repérages quand même. J'avais fait le premier voyage où j'avais repéré, pris des photos, essayé de retrouver un peu les ambiances. Et après, l'idée, c'était de retrouver ça au Maroc. Donc il y a eu tout un travail de recherche de décor au Maroc. Et donc voilà. Donc ce qui fait que, comme on a eu une grosse partie à tourner en Serbie, Bulgarie, etc., on a eu un prestataire de service, on appelle ça producteur exécutif, quelqu'un qui était du renfort, on n'était pas beaucoup, donc on avait besoin de renfort pour faire ce qu'on faisait. Donc on a eu du renfort en Bulgarie, on a eu du renfort en Turquie, et on a eu du renfort au Maroc, puisque le Maroc est coproducteur minoritaire du film. Moi, d'abord, j'ai pas vu avec mon père, malheureusement. Il avait vu tout seul, enfin, il avait vu avec un de mes frères. Donc, je n'ai jamais parlé du film.
Sauf que j'avais dit à mon père alors que c'est un il a dit c'est bien. Voilà, c'était arrêté comme ça. Donc ça a été très très court, très bref. Par contre, ça a changé pour moi quelque chose en termes de cinéma, pour le cinéma, parce que moi je suis autodidacte. Donc ce film-là, il m'a permis de m'installer un petit peu, pas m'installer, je suis toujours pas installé, je galère toujours, mais c'est vrai. Mais en tout cas, de me dire que j'ai le droit de faire du cinéma, ça m'a ouvert sur ça. Après, dans le rapport, oui, peut-être j'ai réglé un problème vis-à-vis de moi-même. Mais ce que vous dites est intéressant parce que le film il a fait le tour du monde, ça a été vraiment aussi un grand voyage dans ce sens-là. J'ai voyagé partout pour le présenter, hein, que ce soit dans des pays vraiment qui n'ont rien à voir, avec le même accueil à chaque fois. Donc il y a eu quelque chose d'universel qui a été touché, que moi je ne réalisais peut-être pas, en tout cas, même si j'avais envie de faire un film universel. Mais j'ai eu le même type de réaction à chaque fois. Ce que j'ai raconté, j'ai présenté le film à New York, des gens venaient me voir et disaient « Ah, merci de parler de mon père ». Je dis « Ah bon, je dis alors c'est le plus beau compliment que vous puissiez me faire ». Donc il y a eu quand même. Mais après, c'est surtout par rapport à moi-même que j'ai réglé, je pense, quelque chose en l'écrivant, en le faisant et en sachant que mon père allait le voir. Pour moi, c'était quelque chose. Un non-dit, toujours dans le non-dit, mais il s'était passé quelque chose, quoi. Oui, par exemple, il y a un truc très très important pour moi, c'est que quand j'ai tourné le film, il y avait la guerre en Serbie, etc. Et les gens qui partaient encore, qui étaient très peu, qui partaient encore en voiture ou en moyen de transport, car, etc., passaient par la Grèce, parce qu'il fallait éviter la Serbie, parce qu'il y avait des attaques, etc. Et moi, je dis non, il faut que je reste dans ce circuit naturel pour respecter le voyage qu'avait fait mon père. Donc il y a un petit truc là-dessus. Donc voilà, l'idée c'était vraiment de reprendre exactement le parcours qu'il avait fait par symbolique. Et puis parce que ça me paraissait naturel, je voulais faire un film intemporel. Si je faisais un truc qui passe par la Grèce, on dit ah, c'est parce que c'était en 2002, 2003, il y avait la guerre, c'est pour ça. Alors que là, c'était voilà, le circuit qu'on fera tout le temps aussi un jour. Non, mais moi, c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, c'est un film qui vit en moi. Je repense souvent à ce film. Depuis, j'ai eu des enfants et c'est le seul film que je leur ai montré. Moi, je suis très très fier d'avoir participé à cette aventure. Et je me souviens quand ce film est sorti, j'ai eu l'occasion de rencontrer Jeanne Moreau pour son anniversaire. Enfin, je ne sais plus ce que c'était exactement. Et elle avait vu Le Grand Voyage, elle était très très touchée par le film et elle m'avait dit dis-toi que tu as eu beaucoup de chance parce que des films comme ça, si on a de la chance, on peut en faire un dans sa vie. Beaucoup de chance, t'en feras deux, mais t'en feras pas d'autres. Et le fait est qu'elle avait raison, en tout cas à l'heure actuelle, moi, c'est le film qui m'a marqué le plus et c'est un film avec lequel je vis, dont je suis fier et dont j'aime beaucoup parler. Et il n'y en a pas d'autres en fait, pour l'instant. Oui, je pense que ce film, à cette époque-là, excuse-moi, je te coupe, mais je pense que le smartphone, il serait parti à la poubelle aussi, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Mais après, il y a la voiture aussi, il y a plein d'éléments, hein, architecture, etc. Il y a plein de choses qui changent tout le temps, ça changera tout le temps. Mais moi, je l'ai présenté à beaucoup d'élèves, alors justement, pour revenir, le film, c'est quelque chose qui habite, parce que franchement, depuis qu'il a été fait, on m'appelle partout, tout le temps, pour le présenter, pour en faire des débats. Ça, je sais pas, il y a une réception qui est faite par les jeunes, ça c'est sûr, parce qu'on m'appelle souvent dans les écoles, mais aussi par les gens en général, qui fait que le film continue malgré ces années, parce qu'il commence à être... Et franchement, je suis un peu étonné, parce que j'en ai fait d'autres, que je montre aussi, mais celui-là, il reste en permanence. Après, pour répondre... Non, mais parce que le cœur du film, c'est quand même une relation entre un père et son fils, mais ça peut être aussi une mère et son fils, etc. C'est pas tant l'époque, c'est ça qui est intemporel et universel. Enfin, de toute façon, quand on fait un film universel, même si on voit un film en noir et blanc, on a toujours les mêmes réactions, les mêmes sentiments, les mêmes sensations, les décors ne changent pas. Après, en termes de faisabilité du film, c'était très très difficile à l'époque, comme je vous ai expliqué, j'ai mis du temps à le faire. Je ne sais pas si aujourd'hui, si ce film n'existe pas et que je voulais le faire aujourd'hui, est-ce que je pourrais le faire? Ça, j'en sais rien. Je ne peux pas répondre à cette question parce que peut-être pas, peut-être que oui. J'ai la même inconscience. Moi, je sais que quand je l'ai fait, c'était déterminant pour moi, puisque je suis autodidacte.
C'était, quand je voulais faire ce film-là, je me suis dit, si j'arrive pas à faire ce film-là, c'est que je ne ferai pas de cinéma. C'est pour ça que je reviens à la question de tout à l'heure, c'est-à-dire ça a été déterminant pour moi en termes aussi de cinéma. Je me dis, si je ne peux pas faire le film qu'on a envie de faire, je ne suis pas là pour faire carrière, et c'est pas ça qui m'intéressait, c'était de raconter des histoires. Et c'était une histoire essentielle pour moi, importante à raconter. Je n'aurais pas pu en faire un roman parce que je ne sais pas écrire, mais par contre, je savais faire des scénarios, et donc, effectivement, je suis arrivé à un moment donné où le film m'a mis en danger, il m'a mis en danger, mais la dernière limite, c'est toujours comme ça dans la vie, la dernière limite au bord du ravin, il se passe un truc qui fait que on a un peu d'oxygène, quoi. Et puis la rencontre avec Albert Bazin était, pour moi, m'a sauvé. Voilà, je pensais que c'était nécessaire, et puis moi, ce qui était important pour moi, c'est que dans le film, les rapports qu'ont Reda et son père sont très froids, sont très distants, sont limite violents. Ils ne se sont jamais touchés, ils ne se sont jamais dit je t'aime, à part dans les silences, où c'est ce que j'essaie d'exprimer. Ils ne se sont jamais dit je t'aime, ils ne se sont jamais touchés. Et là, en fait, quand il le lave, il touche son corps. Et c'était important pour moi de montrer ça. Au-delà de la souffrance, enfin, de la douleur, etc. Il y avait quand même, il touchait son corps. Il y a quelque chose qui est résolu, il y a une... Je ne sais pas comment on appelle ça, j'ai pas le mot, mais il s'est réconcilié avec lui-même, il est en paix avec lui-même. Son père l'a accepté tel qu'il est. Lui a accepté son père. Ils ne sont pas convertis l'un ou l'autre, ils sont juste acceptés l'un et l'autre avec leurs différences. Et ça, j'y tenais qu'à un moment donné, il y a cette réconciliation se passe aussi par le toucher, par le... Voilà, c'était important. Et puis c'était bien de montrer comment ça se passait aussi. Dans les cas, parce que ce qu'il faut savoir pour revenir à cette histoire de mort à la Mecque, chaque année au grand pèlerinage, il y a des morts. Souvent, parce que ce que je dis souvent, c'est parce que les gens partent, ils sont déjà très âgés ou malades, ils se disent c'est ma dernière chance de faire mon pèlerinage, donc ils partent vraiment, ils sont à la limite déjà. Donc 50 degrés, la foule, etc., ça fait des morts. Après, il y a des accidents qui font vraiment de nombreux morts quand il y a des effets de foule. Et là, il y a eu des cas, on a eu pas mal de cas, certaines années où il y a eu beaucoup de morts, parce que c'est comme dans les matchs de foot où les gens il y a ça. Mais généralement, il y a des morts et c'était important pour moi. Plus important pour moi que le père meure, parce que c'est pas... C'est peu de temps, c'était... Non, je veux dire, c'était... Je voulais que le voyage de Reda soit un voyage très fort, soit pas juste anecdotique. Donc il était le dernier à l'accompagner jusqu'à son grand voyage, et je trouvais ça assez fort et important. Non, mais c'est vrai, mais je ne sais pas si c'est après ou avant. C'est peut-être... Ah, c'est après. Ouais. Non, mais après, je me suis dit, moi, je vais faire que des films où je parle à un mec, on parle... Et puis je me suis rendu compte, finalement, ce sujet, si je voulais vivre mon métier, il fallait que je ouvre un peu mes horizons. Non, c'est une coïncidence totale. Non. Dans le sens où je disais tout à l'heure que Reda il est réconcilié avec lui-même à la fin, oui, il y a une forme d'happy end. Happy end aussi parce que pour le père, il n'y a rien de plus beau que mourir là-bas. Si on part dans ce sens-là, après dans le sens terrestre, il revient sans son père, sans la voiture aussi. Quand même. C'est-à-dire il a tout laissé, et ça veut dire, si on imagine la suite du film, c'est pas happy end. Hein. Il rentre, il va annoncer la mort à son frère, à sa mère, ça va être... J'ai pas voulu le filmer d'ailleurs. Non, mais en tout cas, voilà. Mais effectivement, vous avez raison, j'ai voulu faire une fin quand même ouverte, quoi. Je ne veux pas faire une fin. Ouais, je voulais que ça reste quand même ouvert, pas triste, pas glauque en tout cas. On avait quand même tourné la scène où j'allais festoyer, je m'enivrais, tout ça. Tu as décidé de ne pas monter. D'abord, l'idée c'était que montrer que le père n'est pas quelqu'un de sacré, c'est un être humain, il fait des erreurs. Parce qu'il s'est quand même trompé, largement trompé, il a laissé quelqu'un en prison. Et puis j'avais envie de raconter que malgré leur confrontation, leur difficulté à communiquer,
il commençait à avoir l'amour entre Reda et son père. C'est pour ça que Reda ne lui dit pas pour le protéger. Il se dit, si je lui dis, il va annuler son voyage, je vais faire demi-tour, parce qu'il explique au commissariat, si je devais faire une erreur, si je devais accuser quelqu'un à tort, mon voyage n'aurait plus aucun sens, je sais ce qu'il dit, j'ai oublié. Et effectivement, là, Reda ne lui dit pas, j'ai retrouvé l'argent, tu t'es trompé, le gars est en prison, le père va annuler son voyage, donc il le protège, c'est le fils qui protège le père dans ce moment-là. Donc c'est ça, c'est un geste d'amour, même s'il est énervé, même s'il est sous choc, quelque part, c'est un geste d'amour qu'il a voulu faire. Donc c'est pour ça que je tenais à ce que... Alors c'est intéressant parce que, pour le personnage de Mustapha, parce que ça va, c'est Jackie Nassessian, qui est arménien de Turquie, qui n'a jamais vécu en Turquie, qui est français, là, mais qui est d'origine arménienne de Turquie. Vous connaissez l'histoire avec l'Arménie, etc. Et ce qui était assez beau, c'est que Jackie, bon, il joue un Turc, alors qu'il n'a jamais mis les pieds en Turquie, c'était marrant. Et ce qui est assez beau, c'est toute l'émotion qu'il y a eu entre Jackie et le pays. Parce qu'il y a quand même il mangeait la cuisine, il reconnaissait les odeurs de sa grand-mère, il reconnaissait la cuisine de sa grand-mère, il reconnaissait la langue, il parlait une langue turque ancienne. Enfin, c'était très émouvant hein, par rapport à sa reprise de contact avec malgré tout ce qui s'était passé. Donc il y avait une forme de réconciliation très très forte qui s'est passée entre lui et son histoire. Et ça, je trouvais assez beau. C'était une petite parenthèse. Non, parce que c'est totalement inconscient tout ça. Je me suis pas dit, j'ai fait un scène d'Abraham. Non, c'est que ça m'a inspiré ça, je sais pas pourquoi. Alors le mouton, parce qu'il y a l'Aïd, vous connaissez la fête de l'Aïd chaque année. Le mouton, et puis j'aimais bien cette idée un peu gagasque, et puis en même temps, je suis sûr que tout le monde a cru que se faire égorger le mouton, et que j'allais montrer du sang, etc. Et ça, j'aime bien cette idée de toujours, voilà, faire. Et puis je trouvais ça trop marrant, quoi, cette scène était marrante. Mais je me suis jamais dit. Non, je me suis jamais dit. Et pourtant, j'avais une scène de rêve. C'est marrant ce que vous dites, parce que, je peux le dire, j'avais une scène de rêve où Reda, il se voyait en mouton et son père voulait l'égorger. Je me rappelle. Et puis il se réveillait, il était super angoissé. Je n'ai même pas monté, donc pour vous dire, je n'ai même pas pensé. C'est vrai que même à ce médecin, je n'ai pas pensé en disant Abraham, etc. Mais le désert, les moutons, ça me paraissait un peu évident par rapport au voyage, un pèlerinage. Mais non, j'ai jamais pensé à ça en fait. Bon, on est obligé de s'arrêter malheureusement. Moi je continuerai bien. Merci beaucoup et je suis très content d'avoir